Bonjour Boris. Ça me fait plaisir de te retrouver du coup pour échanger sur le dernier épisode de la première saison de El Sofa. Et justement en amont des Jeux Olympiques, c'était hyper intéressant d'avoir ton regard sur du coup plutôt les Jeux Paralympiques dont on parle un petit peu moins. Sans plus attendre, je te laisse te présenter et nous dire un peu quel est ton parcours. Salut Anne, en effet, heureux de te retrouver. Euh, du coup, moi, c'est Boris Bourgogne. On s'est croisés ensemble à l'INSEP sur un monde novice, c'était marrant. Et ce qui fait dire que j'ai été athlète de haut niveau au water polo, sport méconnu, mais un peu à l'image des Jeux paralympiques. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus athlète professionnel, mais je suis entièrement passé dans le monde pro, si je puis dire, salarié, et je travaille au comité paralympique, et donc bien chargé en vue des Jeux qui arrivent. Et du coup, tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est le comité paralympique, quelles sont ses missions, comment ça Ouais. marche, etc. La vision un peu de l'intérieur. Yes. Alors les Jeux paralympiques et le parallèle des Jeux olympiques, c'est pour ça que c'est para d'ailleurs, et pas paraplégique ou autre, c'est parallèle. Mais en même temps, c'est différent. C'est des jeux avec une autre âme, qui ont un impact réellement différent sur la société. Ça change, quoi, ça change. Les Jeux olympiques aussi changent les choses, ont un impact positif sur la ville, etc. Mais l'intégration des Jeux paralympiques dans ça, encore plus, c'est notre dimension. Moi, au comité paralympique, je ne travaille pas sur l'organisation des Jeux en tant que telle. L'organisation des Jeux, elle se fait par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et nous, on est l'équivalent du comité olympique français et on a une double mission. C'est de suivre, emmener, gérer la délégation française aux Jeux paralympiques, du coup, mais globalement dans les compétitions internationales. Et une deuxième mission, qui est le développement de la pratique sportive, parasportive, du coup, pour les personnes en situation de handicap sur le territoire. Et donc là, vraiment dissocier des questions de haut niveau, mais sur des questions vraiment de développement et d'impact direct pour l'individu, les clubs, la pratique du sport, des missions de développement. Ok. Et justement, pour revenir un petit peu à toi et au monde du sport qui est un peu méconnu, toi, comment t'es arrivé un peu dans le monde du sport de haut niveau? Parce que t'es arrivé hyper jeune en plus. Et ben, par hasard. En fait, je pense comme tout le monde finalement, personne ne se prédestine à être athlète de haut niveau. On peut être plus ou moins très vite motivé. Mais si tu veux, moi, du coup, je viens de Noisy-le-Sec, en banlieue parisienne, et j'ai commencé la piscine et l'apprentissage de la natation là-bas. Et ça me plaisait, et je suis resté au sein de ce club-là où j'ai appris la natation et autres. Et ensuite, il y avait que deux sections, soit du water polo, soit de la natation artistique. Donc naturellement, on T'as m'a pas pris orienté natation artistique. vers le water polo. J'ai insisté un peu sur la natation artistique, mais ça n'avait pas été suivi par les conseils internes du club. Non, non, mais voilà, donc c'était du water polo, je m'entraînais une fois par semaine quand on avait 7 ans, puis très vite un peu plus. Et c'était un club qui avait une équipe en première division et qui faisait quasiment que de la compète et du haut niveau, ou alors en tout cas qui développait peu de sections loisirs. Puis de fil en aiguille, ça s'est fait là-dedans. J'avais mes amis, ma famille, etc. Et une porte d'entrée pour ensuite aller à l'INSEP, du coup en internat pour le pôle France, et qui a fait qu'on était dans le bain et ça s'est lancé et ça m'a plu et j'avais envie de continuer là-dedans. Et en même temps, j'ai été athlète de haut niveau, mais pas si longtemps que ça. J'ai arrêté ma carrière à 24 ans, donc c'est pas si tard. Mais parce que aussi, on parle du water polo, c'est bien que j'étais professionnel, c'est le genre de sport où il est plus ou moins difficile d'en vivre. Aujourd'hui, les athlètes de première division en vivent, mais ensuite, ils n'en vivent que le temps qu'ils en font. Et donc, il fallait prévoir la suite. Moi, j'étais un peu arrivé au bout de mon projet, je pense. Et donc, j'ai basculé ensuite dans le monde pro, mais pas pro sport, mais pro. Encadrement du sport. Et du coup, justement, t'en parlais un petit peu vers la fin, mais du coup, c'est quoi d'être athlète aujourd'hui donc, et aussi athlète paralympique? Enfin, on parle beaucoup de santé mentale, pression, etc. Enfin, d'un quotidien aussi qui est assez inconnu finalement des personnes du grand public qui voient un peu leur héros à la télé. Mais du coup, c'est quoi finalement être athlète dans le quotidien? Et bien, ouais, c'est différent selon les sports et les athlètes, j'ai envie de dire. Difficile de le résumer et de mettre tout le monde dans le même
tout cas, de définir tout le monde de la même façon là-dedans. Mais aujourd'hui, on vit beaucoup mieux déjà du sport qu'on pouvait vivre auparavant, du fait des jeux. Peut-être qu'après les jeux, ce sera plus exactement pareil, mais en tout cas aujourd'hui, à haut niveau, ceux qui sont identifiés dans les équipes de France ou athlètes dits haute performance à ce stade-là sont plutôt suivis, plutôt accompagnés, et parce que tous les acteurs sont mobilisés en fait du fait qu'il y a les jeux, aussi bien des échelons municipaux, départementaux, des fédés, des acteurs privés, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui font que les athlètes vivent plutôt bien de ce sport. Il y a tout après une deuxième partie, quoi. Le cercle s'agrandit un peu et quand on l'agrandit, bah, forcément, il y a des gens qui sont moins bien accompagnés. Puis après, c'est la disparité selon les sports. Je prenais un exemple, water-polo étant un sous-sport, un petit sport, on va dire, peu médiatisé, peu connu, et pour autant on a la chance d'avoir quand même un championnat professionnel parce qu'il y a une économie autour de ça. Mais je prends le même exemple au sein de la Fédération française de natation. La natation synchronisée est beaucoup moins bien accompagnée parce qu'il n'y a pas de circuit professionnel ou autre, et donc en dehors des athlètes qui sont en équipe de France et encore pour lesquels les niveaux de revenus sont différents, il y a des vraies disparités et il n'y a pas une vraie méthode qui fait que tout le monde est athlète de haut niveau de la même façon et a envie de le vivre de la même façon. Certains ont plein de choses à côté et d'autres vivent de cette passion, mais au-delà de vivre financièrement de cette passion, vivent parce que ça les... c'est au fond d'eux. Certains, ça devient un métier, c'est quelque chose et ils ont plein de choses à côté. Et donc voilà. Et être athlète de haut niveau, du coup, c'est beaucoup d'entraînement, mais ça, j'apprends rien sur le sujet. Et selon des sports, des spécificités qui font que il y a des disciplines où en fait tu n'as pas le choix que de faire énormément d'heures. Je pense à la natation où ils doivent manger des heures et des heures d'entraînement, et d'autres où parce que l'impact sur le corps il est plus important, ou pour d'autres raisons, parce que c'est plus technique ou je ne sais rien, il y a moins d'heures, mais voilà, ça reste des heures de l'entraînement et un cadre autour de ça. Il y a l'entraînement classique qu'on peut connaître, qu'on peut faire nous tous, athlètes de haut niveau ou non dans un club, et tout ce qui entoure ça. Et après, c'est plus on monte sur des dimensions de haut niveau qu'il y a ce qui entoure cela, à savoir les soins, la kiné, la récupération, la prépa mentale, etc. etc. Et donc, athlète paralympique, aujourd'hui, ça se rapproche de ça. Et c'est encore une fois différent et il n'y a pas une réalité. Il y a des sports où, par exemple, selon le degré d'atteinte de la personne en situation de handicap, ne va pas pouvoir faire 5 heures par jour d'entraînement. Et par ailleurs, ce n'est pas forcément nécessaire pour atteindre le haut niveau d'une discipline. Je prends un exemple de la boccia, qui est un sport paralympique qui n'a pas l'équivalent sur l'Olympique. Il y a des sports qui ont un équivalent. Par exemple, il y a le basket et le basket fauteuil. Et là, par exemple, ils peuvent avoir un nombre d'heures conséquent, etc. Il y a forcément un circuit qui est moins professionnel, etc., qui font qu'ils n'ont pas les mêmes conditions, mais l'accompagnement de ces quelques-uns-là aujourd'hui est plutôt bon. Et donc, du coup, pour revenir à l'exemple de la boccia, qui est un sport pour des athlètes qui sont atteints d'un handicap plutôt important et qui sont accompagnés, en partie d'ailleurs, font qu'ils ne vont pas s'entraîner 5 heures. C'est un sport de précision, c'est un sport où le corps doit aussi être écouté autrement. Et donc, ce n'est pas la même réalité pour tous les athlètes. Et d'autres exemples encore, je vais prendre l'exemple du cécifoot, où il est possible de faire beaucoup d'heures, c'est un sport co, etc. Ça va aussi dépendre des infrastructures et de la capacité d'accompagnement de ça. L'idée, la question qui se pose beaucoup derrière les athlètes paralympiques, mais globalement derrière le handicap, c'est l'autonomie. Et donc, du coup, c'est comment les structures, au-delà des moyens individuels que peut avoir l'athlète, peuvent bénéficier d'infrastructures qui permettent d'avoir un entraînement collectif, bien accompagné, etc. Ce qui est important, par exemple, dans l'exemple du cécifoot. Ok, c'est intéressant. Et du coup, toi, le fait de travailler au comité paralympique, est-ce que ça t'a fait un peu plus te rendre compte de ce que c'est d'être en situation de handicap? Enfin, être immergé un peu comme ça dans ce monde-là, ça a été quoi un peu, toi, ton expérience là-dessus? Yes. Alors bien sûr, dans le sens où je le vois au quotidien, c'est mon métier, peu importe ce qu'on fait, on est lié directement à ça.
Pour autant, je ne le vis pas, mais je vois tous les handicaps qu'on peut retrouver, et par ailleurs des handicaps qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Le handicap invisible est la plus grande partie des handicaps dans la société. Tous les handicaps ne sont pas représentés aux Jeux paralympiques, etc. Donc moi, j'en vois énormément, je vois beaucoup d'évolutions, je trouve que tout va quand même dans le bon sens. Mais c'est peut-être parce que je suis dedans aussi. Pourtant, en arrivant dedans, je ne connaissais rien ou très peu de choses au monde du handicap, en tout cas pas plus que toi ou quelqu'un d'autre potentiellement. Quoi. C'est vraiment, j'ai appris en faisant. Et donc, je trouve que ça a un impact positif. D'une part, on dire, la place des personnes, et on en parle beaucoup plus à ce moment-là, et on développe les choses dans le bon sens pour différentes choses. Quoi. D'une part, on parle beaucoup plus des Jeux paralympiques, les gens sont intéressés par l'événement et ont envie de voir du sport, et du sport, pas du sport autrement. Il y a des signaux qui sont très positifs. On a organisé les journées paralympiques, par exemple, qui étaient des journées de promotion à ce moment-là pour découvrir les Jeux paralympiques et autres, et on avait quasiment 20 000 personnes à chaque fois. Donc ça montrait un intérêt pour le spectacle, pour ce qui s'y passait, pour l'animation, et de dépasser cette question ou ce prisme du simple handicap. C'était vraiment pris par le sport, et c'est ça qui était intéressant. Et sinon, sur l'univers plus largement du handicap, tout ça a forcément des bénéfices, où on parle beaucoup de l'accessibilité des transports, et en fait on se la pose au-delà de la question du handicap. Aujourd'hui, par exemple, la question du transport, pour reprendre cet exemple-là, la question d'un ascenseur ou autre, elle n'est pas que pour les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, l'ascenseur concerne qu'une partie des gens en situation de handicap. Encore une fois, les handicaps invisibles, les handicaps mentaux ou autres, c'est pas du tout des critères d'accessibilité. Mais ces questions d'accessibilité, en fait, elles concernent toute la population. Quand on vieillit, on a besoin peut-être plus d'un ascenseur aussi. Et cette question d'accessibilité, du coup, on est tous concernés par le vieillissement, la perte d'autonomie, et ça rejoint cette question-là. Même si on est jeune, plus ou moins, mais qu'on a des enfants en bas âge et qu'on a une poussette, etc., aujourd'hui, le métro n'est pas envisageable. Pas envisageable. De façon plus compliquée. Et pour autant, il y a un bassin de population énorme. Donc, en fait, cette question des Jeux paralympiques, elle est bien sûr sportive, mais elle touche bien d'autres domaines. Et toi, justement, comment tu penses que la perception du handicap, elle évolue dans notre société? Les villes et les pays où l'événement passe. Transforme, ça va pas être une révolution non plus. Demain, ça va pas tout avoir changé. Mais on voit beaucoup plus au-delà des Jeux paralympiques, par exemple des campagnes de pub ou autres, où les personnes en situation de handicap sont plus représentées. Ce genre de choses. Et les gens en parlent beaucoup plus naturellement. Et par ailleurs, c'est un autre public aussi. Le public des Jeux olympiques et paralympiques est déjà différent de base que des publics du sport. En partie différent, ça reste parfois les mêmes passionnés, mais c'est pas les mêmes qu'un stade de foot ou autre à ce moment-là. Pas mieux, pas moins bien, c'est pas du tout cette question-là, mais c'est juste pas les mêmes personnes. Et pareil sur le... faut appuyer ça sur les données et on verra ce que donneront les Jeux ensuite, mais à première vue, des premières enquêtes qui ont eu lieu, le public, par exemple, qui s'intéresse aux Jeux paralympiques est un public plus familial, plus féminin. Là où le public sportif, par exemple au foot, est un public encore plus masculin et plus jeune que familial. Donc en fait, ça touche d'autres gens, et ça fait parler autrement. Je pense que les Jeux paralympiques vont forcément faire un avant-après. Les gens auront un regard différent sur le handicap, l'accepter aussi. Il y a toute une question autour de ça. Maintenant, jusqu'où l'impact aura un héritage réel au-delà des questions d'accessibilité et autres, on le saura qu'après, mais j'en suis assez convaincu. Ok. Alors, comme ça se voit un peu en intro, on se connaît un petit peu, et moi je sais que tu t'es toujours intéressée à plein de sujets. Il y avait l'écologie, il y avait des inégalités sociales, etc. Et est-ce que comment ça s'est conjugué avec ta vie d'athlète? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un lien? Est-ce qu'il y a un lien maintenant aussi avec ton travail actuel? Voilà. Quelle est un peu ta vision là-dessus? Ouais, pour préciser le contexte, parce que je pense que ça va être le point d'intérêt. Non, on a été, du coup, c'était assez drôle parce qu'on vient d'univers différents en réalité. En fait, moi du sport, et toi pas forcément du sport, mais tu arrives dans un internat d'athlètes. On a surveillé ensemble un internat pendant une partie de nos études. Et je pense que la question de l'engagement, elle est plutôt de la question, pour ma part,
des questions de curiosité sur la société, d'échanges entre nous, de faits divers, etc. Et une curiosité qui arrivait assez tardivement par ailleurs. Au début, son intérêt était en effet quasiment que le sport. Et du coup, je pense que la conjugaison de ça avec le sport, elle est vraiment différente selon les gens. Quand tu as autant de handicaps que d'individus, que de sportifs, que de sport, que bref, la réalité de cette société. Et moi, en l'occurrence, je ne conjuguais pas les deux, dans le sens où c'était de la curiosité, de l'information, de débat, de choses, etc. entre nous, plus qu'un engagement acharné en dehors de ça. Et donc, du coup, c'est vraiment autant de sportifs que de sujets. Ouais, dans le sens où tu en as qui vont avoir fait, qui, au-delà du sport, vont être passionnés par l'art, d'autres vraiment que par un domaine de la lecture, ou j'en sais rien, ou touchés par un sujet qui les concerne directement dans leur famille, que ce soit sur un engagement sociétal, environnemental, tout ce que tu disais. Donc ça va vraiment dépendre. Et puis après, c'est aussi là où on parle, je pense qu'il y a beaucoup la question d'associer le sport à des gens cultivés ou nous ou intéressés. C'est aussi se dire qu'en fait, dans le fond, ces gens qui sont à l'entraînement ne sont pas ailleurs et qui développent déjà une passion qui leur prend beaucoup, beaucoup de temps et qui a été un peu l'objet de leur culture. Pendant toute leur jeunesse, ils ont passé des heures et des heures d'entraînement et encore plus tard, ça ne doit pas faire d'eux des gens pas éclairés sur la société. Pour autant, l'individu se construit différemment. Quand tu passes à la sortie de l'école 3 heures à l'entraînement tous les soirs, c'est 3 heures qu'un autre individu au même âge se construit différemment, avec d'autres intérêts, d'autres passions, d'autres influences, etc., qui font que, bien sûr, le sujet d'être quelqu'un de cultivé ou éclairé est un peu différent, en tout cas dans ces âges-là et à la construction. Ouais, mais pour autant, moi, je trouve que ça se vérifiait pas forcément. Tu vois, enfin, vous savez, même des jeunes et tout, leur curiosité, etc. Je trouvais que c'était hyper intéressé par tout, quoi. Bon, bref. Ah oui, beaucoup, mais pour dire ça, c'est pas pour réduire, dans le sens où, en effet, beaucoup vont avoir aussi du temps parce que tout ça ne excuse à rien, c'est pas un sujet, c'est pas une raison pour pas aller à l'école, etc. Et c'est un lieu d'ailleurs où l'apprentissage se fait principalement et le développement des centres d'intérêt aussi. Et beaucoup ont plein de domaines qui les intéressent et en effet d'autres, c'est vraiment, je trouve, un tableau de la société. Il y en a qui sont intéressés que par certaines passions qui vont être du sport et c'est une culture en soi, d'autres qui vont être intéressés par de l'engagement tierce et en fait ça se retrouve vraiment. Je trouve qu'il y en a qui sont vraiment très intéressés par l'art et rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire, c'est exactement la même chose. Ouais, chacun développe un peu ses centres d'intérêt à côté de son sport, quoi. Du coup, je vais te poser la fameuse question du format qui est un peu philo. Mais c'est intéressant, je pense, d'avoir sous ton prisme aussi, qu'il y a eu une vie qui a été quand même assez axée pendant quelques années sur la pratique de ton sport, enfin sur ta passion, en tout cas. Et justement, est-ce que pour toi, notre existence, elle a un sens? Et si oui, tu penses que c'est lequel? C'est un peu philo. Ouais, c'est clairement philo et j'ai envie de te répondre à un truc super bateau que j'espère qu'elle a un sens parce que sinon quand même nos journées seraient un peu tristes. Question le matin en se levant. Lequel je ne sais pas. Lequel je sais pas. Faut que notre vie elle ait un sens, faut qu'elle ait un sens individuel mais collectif. Ce qu'on aime et ce qu'on veut faire n'impacte pas l'autre autrement. Et je pense que c'est un peu la difficulté, c'est de conjuguer ces deux choses-là pour que le sens il soit commun. Mais il faut qu'elle ait un sens et qu'elle aille dans ce sens-là. Maintenant, c'est très difficile d'aller dire lequel. Oui, je pense que c'est vrai. Il y a un côté très personnel et très collectif. Et chacun se donne finalement son sens. Et du coup, la dernière petite question avant de clôturer cet échange, ce serait de savoir, est-ce que toi, tu as des références culturelles qui ont nourri un peu ta curiosité, tes engagements, qui t'ont donné un regard différent peut-être sur même toi, ta vie, ton quotidien, etc. Ça peut être n'importe quoi. Alors, c'est pas une référence culturelle en soi, mais du coup, moi, je vous invite tous à aller voir les Jeux paralympiques, olympiques aussi. Maintenant, par ailleurs, les Jeux paralympiques sont un peu plus accessibles.
Auto-promo. Non, non, mais voilà, allez voir les Jeux, c'est super, regardez-les. On organisera un événement qui sera le Club France cet été, qui se tiendra à la Villette, dans le parc de la Villette, sur la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais qui va être aussi un super moyen, au-delà des épreuves, de vivre, de découvrir les sports, rencontrer les athlètes, etc. Donc, première reco. Et si je dois en donner une autre, un livre, deux livres qui m'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Normalement, quand je regarde une vidéo, même de l'humour ou autre, pareil, j'extériorise pas forcément beaucoup de rire. Et là, je pleurais en lisant parce que je pensais pas possible. Et donc, Mourad Winter, il en a fait deux. Je crois que c'est L'amour, c'est surcoté et les mecs, c'est des meufs bien. Et il faut prendre ça avec beaucoup de second degré. Mais en tout cas, c'est très, très drôle. Ok, bah écoute, on ira regarder ça. Bah, merci beaucoup, Boris, pour ton temps et aussi toutes ces infos que tu nous as données sur ce monde un peu obscur pour la plupart des personnes, donc le monde du sport et du parasport. Et puis, on te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur pour la suite et aussi pour les Jeux et beaucoup de courage aussi. Merci, Anne.